d'ici quelques minutes. Je vous le disais dans le sommaire, il y a un autre ministre, il y en a même deux autres qui sont sous les feux de la rampe. Il y a Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, et son homologue, la ministre des Armées, Florence Parly. Les deux sont à Moscou. Il y a en ce moment un conseil de coopération sur les questions de sécurité. Si on ne suivait pas de trop près les affaires internationales, on pouvait penser que la France et la Russie étaient un peu fâchés, mais tout ça, c'est fini. Écoutez Jean-Yves Le Drian, il l'a affirmé tout à l'heure. Et le moment est venu, le moment est propice pour travailler à réduire la défiance entre la Russie et l'Europe, qui devraient être des partenaires sur le plan stratégique et économique, et qui devraient être d'autant plus des partenaires parce qu'il y a beaucoup de liens qui nous unissent. Donc apparemment tout va mieux. Évidemment Jean-Yves Le Drian tient ce discours parce que c'est la nouvelle position de la France. Emmanuel Macron l'a affirmé clairement le 27 août dernier au moment de la conférence des ambassadeurs qui réunit tous les hauts diplomates de notre pays. Je crois qu'il nous faut construire une nouvelle architecture de confiance et de sécurité en Europe. Parce que le continent européen ne sera jamais stable, ne sera jamais en sécurité si nous ne pacifions pas et ne clarifions pas nos relations avec la Russie. Ça n'est pas l'intérêt de certains de nos alliés, soyons clairs avec ce sujet. Et certains d'ailleurs nous pousseront toujours à avoir plus de sanctions. Parce que c'est leur intérêt, quand bien même ce sont nos amis. Mais ça n'est pas le nôtre très profondément. Pour François Paoli, c'est une vieille histoire, hein, les relations franco-russes. Avant, c'était simple parce que les Russes étaient communistes, donc c'était nos ennemis. Maintenant, c'est plus compliqué. C'est une relation bipolaire. Non, il y a quelques mois, j'avais l'impression que, au contraire, la Russie était au banc des accusés dans le discours macronien. Enfin, elle faisait partie. Poutine, c'était le mauvais élève de l'Occident. Alors, en plus, Macron, c'est quelqu'un de très brillant sur le plan de la rhétorique, mais pas toujours très convaincant. Quand il dit que la Russie est européenne, que la Russie c'est la patrie des Lumières, c'est pas très crédible. Donc on peut quand même... Moi, je m'en réjouis plutôt. Je veux dire, on peut pas se réjouir de cette espèce de russophobie qui a traversé un petit peu les esprits à un moment donné. Donc j'ai pas d'objection sur ce rapprochement. Le président de la République, Julien de Funès, citait certains de nos alliés. Alors, il y a les Américains, mais il y a aussi d'autres pays d'Europe, comme la Pologne ou les pays baltes, qui, historiquement, ont de bonnes raisons de se méfier de la Russie. Mais nous, ce n'est pas notre cas, a priori. Est-ce qu'on a des raisons de ne pas être amis avec les Russes ? Non, mais ce qui est typiquement français, c'est pour ça qu'on trouve que c'est aussi bipolaire, je trouve, ou qu'on parle en termes d'amis ou d'ennemis. C'est très affectif comme vocable, déjà. Et c'est qu'on se situe toujours, pour raisonner de façon un peu distancée comme ça, sur l'éthique de conviction. Quels sont nos rapports, quelles sont les grandes alliances, quels sont les grands principes qui fait qu'on doit se rallier ou non à la Russie, à nos alliés, etc. Et je pense que là, on a l'illustration parfaite que même la France n'est pas du tout sur une éthique de conviction, quand bien même la rhétorique utilise ces mots-là, mais qu'on est sur une éthique de responsabilité. Quel est l'intérêt pour la France? Quel est l'intérêt de ce sommet Normandie? Et que la rhétorique reste encore du côté de la conviction, mais que la réalité est dans l'éthique de responsabilité. Et tant mieux, non? Et tant mieux, parce que c'est ça. Un pays n'a que des intérêts, il n'a pas d'amis. Exactement, et puis on ne doit pas être sur le registre affectif. L'affectivité, elle va pour tout. Maintenant, il faut de l'émotion pour tout. On a des présidents qui disent « j'aime les entreprises, j'aime la finance, je n'aime pas la finance, les Russes sont des amis, les autres sont des ennemis ». On a l'impression d'une grande fraternité, mais on doit rester sur le registre diplomatique et pas du tout affectif. Et tant pis, Maxime Desgaillès, si les Russes ne sont pas toujours complètement dans les clous en Ukraine ou en Crimée. Ce serait la consécration de la réelle politique. Moi, j'ai tendance au contraire à penser qu'aujourd'hui, surtout dans un moment où en fait, le président de la République multiplie les stratégies en zigzag et en bilatéral d'ailleurs dans le domaine diplomatique, moi je préfère qu'on parle en termes de principe, en termes de stratégie. Objectivement, la stratégie de la France, depuis quelques mois maintenant, je ne la vois pas. Effectivement, c'est quand même assez étonnant qu'il y ait un rapprochement, puisque c'est comme ça que c'est évoqué avec la Russie aujourd'hui, alors même que Poutine, même dans son pays, est, on va dire, pas dans une position forcément aussi forte qu'il y a quelques mois, qu'on a sur toute une série de sujets, prenons par exemple la question du réchauffement climatique, et bien vu qu'on a effectivement et justement dénoncé ce qui se passait au Brésil avec la non-intervention sur les feux en Amazonie, mais enfin il y a eu des feux en Sibérie, sur lesquels on va dire que la réponse du pouvoir de Moscou était tardif.
tardive, pardon. Donc on voit bien. Donc moi je suis assez étonné qu'il y ait ce changement de pied. S'il y a un changement de pied aujourd'hui, par ailleurs, je crois que c'est parce que Emmanuel Macron a construit ses relations diplomatiques fondamentalement non pas par des espaces de régulation qui s'articulent avec des principes, ce qui n'empêche pas d'avoir des intérêts, mais autour de jeux d'acteurs, et donc passant de l'un à l'autre de manière plus ou moins particulière suivant les sujets. D'ailleurs, quelquefois faisant des stratégies peu gagnantes, puisque beaucoup des partenaires de la France ont été rapidement mis en difficulté. On peut penser évidemment à Merkel ou à d'autres. Moi, je crois, et j'attends en tout cas de la France, qu'elle exprime une vraie stratégie et qu'on retrouve quand même un peu de sens dans les institutions qui existent, de discussion et de régulation, et qui nous permettra peut-être aussi d'avoir un peu de cohérence dans nos principes, parce que moi, personnellement, j'ai du mal à suivre. Alors, je veux bien croire que les intérêts de la France évoluent à travers les mois, mais je ne suis pas certain que c'est comme ça qu'on construit une véritable stratégie, qu'elle soit en termes de fonds et de valeurs, qu'elle soit en termes économiques. Moi, je pense juste un mot, parce que je pense que la stratégie, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que vous dites que la stratégie... C'est la tactique, ce que fait Macron, c'est pas la stratégie. Non, la stratégie au sens on suit un principe, je pense pas du tout. Au contraire, c'est faire des zigzags, des allers-retours, parce qu'être stratège, c'est faire avec les aléas, les contingences, les intérêts du moment. Et sinon, on n'est pas dans la stratégie, on est dans le programme. Mais ça, c'est la vision un peu ancienne, à mon sens, de la politique, où il faut exécuter un programme. Et là, on dirait il y a un sens, il y a un cap. Mais non, être stratège, c'est justement être capable de changer de voie aussi. Ça ne veut pas dire être dispersé, mais être capable, en fonction des contingences du moment, d'orienter ou de réorienter sa politique. Et on navigue à vue quand on est dans cette problématique où il y a d'un côté Trump, dans cette conférence des ambassadeurs, moi j'y étais, 25% de ce discours a été lié à cette redéfinition du modèle occidental, repenser toutes les grandes lignes de partage du monde contemporain avec d'un côté la menace entre guillemets chinoise, de l'autre côté la menace des tweets de Trump. Et donc au milieu, il y a une espèce de grand ensemble. Si on ne s'accorde pas, pour Macron, c'est évident que là, il y a un partenariat extrêmement volontariste, parce qu'à mon avis, il est un peu, comme vous le disiez, un peu à contre-temps de sa profonde méfiance. Il a dû voir, il a vu la Crimée, il a vu l'Ukraine, il a vu la Syrie, il y a 10 sujets qui nous mettent réellement en belligérance avec les Russes sur le plan même symbolique, affectif, psychologique. Mais pourtant, il tente ce pari-là, parce qu'il se dit, de toute façon, c'est la seule façon que nous, on a de tirer notre épingle du jeu. Et c'est un bon spéculateur, c'est un bon banquier, Macron. Il achète les actions à la baisse. Il achète les actions à la baisse. Vous avez raison sur le fait que Poutine est affaibli en ce moment dans son pays. Il a eu un vote ce week-end assez défavorable. Des élections locales. Il y avait 17% de participation 2 heures avant la fermeture des urnes, hier soir à 18h. Enfin, ça veut dire que plus personne ne s'occupe de politique à Moscou et dans la périphérie de Moscou. Donc c'est vraiment un pays qui aujourd'hui n'est plus vraiment... qui continue à soutenir Poutine parce qu'elle a peur, la population russe a profondément peur du monde qui vient et des menaces que la propagande lui brandit comme des menaces. Mais concrètement, Poutine, il sent que son économie est fragile, très fragile, sa démographie, moins 0,7% cette année. C'est vraiment une population qui vieillit et qui ne se renouvelle pas. Et donc, il n'y a pas beaucoup de dynamique et lui-même est affaibli sur le plan politique. Donc, Macron achète l'action russe en baisse et il a bien raison. Mais entendez que moi, je ne pense pas à les relations internationales en tant que banquier d'affaires, mais ça, chacun choisit ce qu'il veut. Je préfère de penser en tant que politique et donc à partir de valeurs. Ouais. Et j'ai quand même le soupçon de penser, je sais que ça compte peu, mais que les Français et nos concitoyens, à un moment donné, ils aiment bien avoir un peu de lisibilité, de vision. Et les latitudes, en tout cas la politique internationale qui est aujourd'hui développée par Emmanuel Macron, je ne suis pas certain qu'elle nous permettra de faire ça. Elle permet de faire des arrangements temporaires. Je ne suis pas certain qu'elle dessine un dessin pour la France et pour l'Europe. Parlons de ça, Paoli. Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de mise en scène personnelle d'Emmanuel Macron dans ce côté je suis avec tous ceux qui comptent et tant pis si ce n'est pas très lisible? Je pense oui, je pense que certainement, mais c'est vrai qu'il y a un côté erratique dans la stratégie, ce que vous appelez la stratégie de Macron. Mais vous parliez de valeurs. Il y a l'affectivité qui compte énormément. La Russie, un des fantasmes, une des angoisses des Russes, c'est toujours d'être isolés, d'une certaine manière. Ils ont cette espèce de... Autrefois, ils étaient encerclés, quand ils étaient le système soviétique, et d'être isolés ou méprisés de l'Occident. Bon. Il y a aussi ce qui compte, c'est-à-dire une certaine francophilie de leur part. Il y a quand même des liens affectifs entre la France et la Russie qui ont toujours existé. Et Poutine ou pas Poutine, ces liens doivent être entretenus. Donc, en dehors de tout machiavélisme, moi, je ne crois pas aux valeurs dans la diplomatie. Je suis plutôt du côté machiavélien et du côté des intérêts. Bon, le général de Gaulle, en 1944, il est allé voir Staline. Quelles étaient les valeurs de Staline? C'était les valeurs antithétiques à celles de la France libre. Donc, en dehors du domaine des intérêts, il y a le domaine affectif.
Je pense que le monde orthodoxe, et en particulier le monde russe, est plutôt francophile culturellement, et c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. L'affectivité avec Poutine, c'est quand même un oxymore. Non, mais je ne parle pas de Poutine, je parle des Russes. Oui, Poutine, un jour, il passera. Poutine, il passera. Je parle des Russes. Non, Poutine n'a aucune affectivité. Mais les Russes sont certainement des amis de la France. Là, on parle du pouvoir russe. La question était un peu biaisée, si vous me permettez, monsieur Rocade. Le pouvoir russe, qui, depuis 20 ans, est équivalent. C'est-à-dire, la réunion dont vous parliez de Le Drian et de la ministre de la Défense, ils se sont retrouvés, nos 2 ministres à nous, devant les 2 mêmes qu'il y a 20 ans. C'est-à-dire que c'était le même ministre de la Défense et le même ministre des Affaires étrangères. C'est impressionnant. Donc autour de Poutine, il y a quelque chose d'immobile, de glacé, de complètement masqué même presque. Et donc sa force, c'est d'avoir cette réelle politique, ce rapport de force en permanence et d'être très sûr de sa force, quoi. Et alors que nous, on est tout le temps en train d'essayer de... C'est pour ça que jouer avec des valeurs et de l'affectivité face à alors un tel rouleau compresseur, ça me semble vraiment être le mauvais pari. Quand je parle d'affectivité, je parle de lien culturel. Oui. Je ne parle pas d'affectivité, oui, je ne parle pas de sentiment, je parle de lien culturel. Ouais, j'ai l'impression que le côté lien, valeur, affectivité, même dans les entreprises, on le voit très bien, est un peu obsolète. Ce sont des valeurs assez décadentes. Maintenant, les gens ont envie d'intérêt, d'expérience, mais le sentiment d'appartenir, d'avoir des valeurs communes, j'ai l'impression, mais à mon grand regret, je ne suis pas contre cette idée-là, mais que c'est totalement décadent. Décadent ? Ouais. Non, décadent, vous dites ? Caduc, ça existe. Vous voulez dire obsolète ? Que c'est obsolète. Ah oui, totalement. d'accord. Mais pas décadent. Mais en tout cas caduque, ouais. Les Russes sont-ils vraiment nos amis ? Vous êtes très partagés, nos chers internautes. 54% nous disent oui et 46% non. C'est vrai que c'est l'un des points clés. Maxime Négaillet, c'est y a-t-il encore une menace russe ? Certains disent que la Crimée a toujours été russe et qu'il est normal que Poutine l'ait récupérée, qu'il veut juste être respecté, mais que non, la Russie n'est pas un danger pour nous. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais inversons le propos. Regardons l'ensemble des grands sujets, on va dire internationaux, auxquels la France, mais aussi l'Europe et le monde sont confrontés, et regardons si le pouvoir russe actuel doit être un point d'appui ou pas un point d'appui, parce que j'ai développé tout à l'heure une logique de vision et donc de coalition qui soit articulée autour de principes. Ça n'empêche pas, évidemment, de regarder aussi ce qui se passe ailleurs. Vous voyez que sur le sujet du réchauffement climatique, sur la question aujourd'hui de la montée des populistes, de la préservation de la démocratie, sur le retour d'une forme de multilatéralisme qui me semble indispensable, parce qu'on ne va pas répondre aujourd'hui aux grands enjeux du monde en continuant. Enfin, après, c'est des choix. Je sais que d'autres ont d'autres stratégies, d'autres appellent au retour de l'État-nation. J'aurais tendance à penser que, même si commence à être une longue parenthèse, il serait peut-être bon de revenir à une réaffirmation d'outils de régulation au niveau international. Sur tous ces sujets-là, je ne pense pas que la Russie soit notre point d'appui premier. Et surtout, j'indique juste que la Russie, même si on doit travailler avec eux, si on veut être dans le multilatéralisme, il faut bien comprendre que ce qu'on va dire et ce que dit aujourd'hui ou le changement de pied du gouvernement peut apparaître en contradiction avec d'autres principes. Et au bout d'un moment, vous prenez les pieds dans le tapis. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas expliquer que notre sujet numéro 1, c'est l'Afrique, qu'il y a une question centrale qui est la montée des populismes, qu'il faut qu'on réaffirme aujourd'hui les instances internationales, y compris l'ONU, et dans le même temps, ne pas réagir quand il y a quand la démocratie est bafouée en Russie, ne pas réagir quand c'est pas notre rôle de défendre la démocratie. Oui, d'accord. En fait, vous aviez raison. Le mot affectivité n'est pas adapté. C'est pas ce mot-là que je voulais utiliser. Je voulais utiliser le terme d'affinité. Ouais. Je pense qu'il existe des affinités entre les peuples et les cultures. Ouais. Voilà. Et il y a une constante, il y a une affinité, on pourra en discuter parce que c'est un véritable débat, entre le monde russe orthodoxe et le monde français. C'est-à-dire que ce n'est pas entre l'Occident et la Russie, il y a une permanence de la Russie. D'ailleurs, c'était le point de vue du général de Gaulle. Je propose qu'on laisse le dernier mot à nos internautes, à Bronito qui nous dit « Attention, la Russie est le seul pays du monde à reconnaître et soutenir plusieurs zones indépendantistes et à les occuper militairement. » On pense évidemment à la partie est de l'Ukraine, en tout cas je suppose que c'est ce que Bronito a à l'esprit. Et l'Union européenne ne fait pas ça, nous dit-il. La Russie cherche à imposer un monopole sur les approvisionnements énergétiques de l'Europe occidentale. Il ne faut pas se leurrer. Et Babineau considère, lui, qu'il s'agit de com. C'est la com du gouvernement Macron, encore une fois.